Je pense qu'on a tous connaissance d'une enquête de police qui n'a juste pas d'explication plausible, mais parfois ça va au-delà de ça parce qu'il y a des cas où simplement une explication n'est même pas énonçable. Et le pire, c'est que dans ce genre de cas, les découvertes réalisées offrent tout sauf des réponses. C'est même tout le contraire. Elles renforcent ce qui dérange et surtout, elles en deviennent presque horrifiques et fictives tant l'incompréhension est de mise. C'est exactement de ce genre de situation dont on va traiter dans cette vidéo. Ce cas, j'en ai jamais entendu parler sur le YouTube français. Pourtant, bordel, on aurait déjà dû en avoir traité. Je dis ça parce que c'est parmi les cas les plus fascinants que je connaisse, tant par les dispositions que par son obscurité et que, surtout, on a un média spécifique relié à cette histoire. Il s'agit d'un enregistrement audio présent sur une cassette. Cette même cassette était déposée aux côtés d'un tas d'autres anomalies dont la plus grande, qui rendra le cas plus ou moins inconnu, une énorme disposition avec des troncs d'arbres de plus de 5 mètres pour certains, inscrivant un message d'alerte, un SOS. Cette disposition se situait sur le mont Asahi Dake et il est l'heure de plonger dans un monde des plus inexplicables. Je vous préviens, la timeline est un peu compliquée. Vous aurez alors en haut à gauche de l'écran, tout du long de la narration, une année qui vous servira de repère constant quant à ce que je vous raconte. Je raconterai au début plus ou moins deux histoires en parallèle, puisque c'est cette première qui nous mènera à la deuxième. Cette deuxième étant le cœur même de la vidéo. Revenons donc en juillet 1989, le 24 de cette même année, sur le mont Asahi, la plus grande montagne sur l'île d'Hokkaido au Japon, et plus précisément, penchons-nous sur le cas de deux randonneurs non nommés dans un premier temps. Ces deux randonneurs originaires de Tokyo suivaient une route relativement balisée et connue. Le lieu où ils se situaient leur permettait de passer du mont Kurodake au mont Asahi Dake, dont il sera question dans un deuxième temps. Les deux randonneurs finissent par dévier de leur chemin parce que les routes, bien qu'étant balisées, sont facilement confondables et au lieu de se rendre au mont Asahi Dake, ils finiront par se retrouver presque à l'opposé puisqu'ils se retrouveront devant une rivière connue par les locaux, la rivière Shubetsugawa. À ce stade, nos deux randonneurs se sont complètement perdus puisque si les locaux s'y connaissent assez bien, ce n'est évidemment pas le cas de nos deux randonneurs en provenance de Tokyo. Ils appellent alors la police et au vu de leur situation, cette dernière ne leur enverra pas de voiture, mais un hélicoptère, bien plus efficace pour la gestion d'une telle situation. Le fait qu'ils étaient près d'une rivière assez connue, ça a évidemment aidé, mais ce qui les a surtout aidés, c'est l'énorme SOS réalisé par nos deux randonneurs avec d'énormes bûches situées à près de 3 km au nord-est de leur localisation au moment de leur découverte. La police les récupère et ils se mettent alors à discuter. Nos deux randonneurs restent évidemment un peu sous le choc puisque c'est toujours assez pesant comme sensation, je veux dire celle de se perdre. Ils en viennent à discuter du SOS et la police les félicite pour cette idée plus qu'ingénieuse. Mais là, il y a un semblant de mésentente, puisque les deux randonneurs ne comprennent pas de ce dont la police parle. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est sans doute une confusion qui s'empare de l'esprit de chaque personne prenant part à cette discussion. Ce sentiment est tellement lourd qu'évidemment, le jour d'après déjà, la police repart sur les lieux. Cette fois, sur les lieux précis du SOS. Puisque, vous l'avez compris, ce ne sont pas nos randonneurs qui ont établi ce SOS. Ils ne l'avaient même pas vu. Les autorités pensaient alors évidemment qu'une autre personne s'était perdue parallèlement à ça, mais en investiguant les lieux, ils découvriront aux alentours du message des fragments d'os humains. Certains cassés, d'autres comportaient des morsures animales. Et là, je vais vous donner une information capitale pour la suite du cas, parce que c'est certainement parmi les 3 éléments les plus perturbants quant à cette situation, et qui vraiment brouillent la possibilité de trouver une quelconque solution à cette histoire. Les analyses ont déterminé que les os ont été cassés avant la mort de la personne en question. C'est essentiel de garder ça en tête. Un peu plus loin, ils trouveront un tas d'objets, dont un parmi eux qui met mal à l'aise. Cette cassette audio, citée au début de la vidéo. Ces objets étaient tous dans un petit trou juste assez large pour contenir le corps d'un humain de proportion moyenne. Il y avait donc 4 cassettes en tout, un magnétophone, un sac à dos, un crâne humain, un trépied, des chaussures de sport pour hommes, 2 caméras et un cahier. J'ai pas trouvé d'informations quant au contenu du cahier ou des 2 caméras. J'en ai en revanche sur les cassettes et sur le dernier objet trouvé, un permis de conduire, qui permettra peut-être d'identifier de qui il s'agit. Enterré là. Puisqu'il s'agirait apparemment d'un employé de bureau appelé Kenji Iwamura, qui avait disparu près de 5 ans auparavant, donc le 10 juillet 1984, dans ces mêmes montagnes d'Asahi Dake. Il avait séjourné dans une auberge environnante et avait dit au propriétaire qu'il allait faire une randonnée dans les sentiers de la montagne. Il est important de noter qu'il y a sur le chemin balisé, qu'aurait soi-disant suivi Kenji, 2 rochers quasi identiques situés côte à côte. L'un indique la continuation du chemin, et donc on s'enfoncerait davantage dans la montagne. L'autre indique un moyen de revenir à la civilisation. C'est important de le préciser, puisque c'est à ce moment-là que Kenji aurait pu se perdre, en confondant donc les 2 rochers. Mais juste avant, vous auriez possiblement remarqué que quand je parlais des objets enterrés dans le trou et de l'identité des ossements trouvés, j'usais d'un vocabulaire d'incertitude. C'est simple, on ne sait pas où est Kenji, parce qu'il n'est sûrement pas la personne dont on a retrouvé les ossements. On adressera ce sujet d'ici peu. En tout cas, revenons à la disparition de Kenji, puisque plus d'une semaine après cette randonnée, il n'était toujours pas revenu, ni à l'auberge, ni à son travail. Ses parents signaleront donc sa disparition à la police, mais celle-ci ne trouvera aucune trace de ce
dernier. Il semblait avoir été effacé de la surface de la Terre. Mais là, on revient en 89, et surtout, il est temps de traiter du contenu des cassettes audio. 3 d'entre elles contenaient des extraits d'OST d'animes de l'époque, à l'image de Gigi, mais l'une d'entre elles contenait l'enregistrement d'une personne, un homme, criant à l'aide quand ce dernier semble repérer un hélicoptère. Voici l'extrait. Vous pouvez trouver ça triste et salé, mais quand vous aurez certains détails qui vont arriver, l'enregistrement semblera faire de moins en moins sens et ne s'imbriquera pas vraiment dans toute cette histoire. Évidemment, si je vous ai raconté toute l'histoire de Kenji, c'est parce qu'on pensait que tout appartenait à lui. Je veux dire, on a son permis, on a un enregistrement audio, on a des ossements, on a les chaussures, souvenez-vous, qui selon les proches de Kenji, correspondraient plus ou moins à un modèle qu'il avait en sa possession. Mais il y a quand même des trucs étranges concernant cet enregistrement audio. Je veux dire, on n'a aucune idée de pourquoi il aurait lancé un enregistrement audio. C'est pas une radio, et on dirait presque qu'il l'utilisait de cette manière. Et puis, la voix, est-ce qu'on est sûr que c'est Imawara? Eh bien, pas vraiment, non. Les avis de ses proches sont partagés, et ses parents semblent même dire que non. C'est pas lui sur l'enregistrement. Mais là, il y a sûrement le plus gros retournement de situation. Et c'est ce qui, moi, m'a pété le cerveau. Puisqu'à ce stade, c'est simple. Plus rien n'est explicable. Et ce, parce que les ossements ont été envoyés à l'université de médecine d'Asahikawa, ont été identifiés comme étant ceux d'une femme âgée de 20 à 40 ans. Cependant, il n'avait aucune signalisation d'une femme disparue à Asahidake. Et Iwamura se serait, selon toutes les sources à disposition, aventuré seul dans la montagne. Et là, il y a un problème colossal. Pourquoi on retrouverait 2 personnes, dont une vraisemblablement non identifiée dans un même trou et aux alentours du message de détresse? Pourquoi on retrouverait toutes ces appartenances d'Iwamura Kenji sans pour autant avoir son cadavre? L'enregistrement audio semble appartenir, selon les proches d'Iwamura, à une autre personne, donc potentiellement 3 personnes seraient reliées à ce cas. Les chaussures semblaient appartenir à Kenji, mais encore une fois, c'est incertain. Mais surtout, qui a dressé ce putain de SOS? Aujourd'hui encore, on ne sait pas à qui appartiennent ces ossements. Certains pensent qu'il s'agit de ceux d'Iwamura, d'autres de ceux d'une femme non identifiée, mais là, encore une fois, on va découvrir un truc qui va tout simplement nous remettre tous à notre place. On va adresser la problématique du SOS. Il était temps. On théorise du coup qu'il ait été dressé par Kenji en 84, alors date à laquelle il aurait soi-disant disparu. Mais l'agence forestière japonaise et les autorités géographiques japonaises ont examiné les données de cartes topographiques antérieures à la date actuelle, donc antérieures à 89, pour essayer de retrouver la plus vieille apparition de ce SOS sur la montagne d'Asahidake, ces cartes topographiques étant actualisées plus ou moins chaque année. Et la plus vieille apparition connue du SOS date non pas de 84, ni même de 85, non, elle date du 20 septembre 87, soit 3 ans après la disparition de Kenji et 2 ans avant la disparition des 2 randonneurs. Mais les problématiques reliées au SOS ne s'arrêtent pas là, non, c'est de pire en pire. Certaines des bûches qui formaient le SOS dépassaient les 5 mètres, et souvenez-vous, les os retrouvés étaient pour beaucoup cassés, et ce avant la mort de la personne. Il aurait donc été d'une difficulté extrême de ne serait-ce que de couper le bois, mais aussi de le porter. De plus, les ossements étaient fins et fragiles, sans oublier qu'il s'agissait d'une femme, ce qui aurait rendu la tâche encore plus compliquée. Et d'ailleurs, ça aurait même été compliqué pour un homme comme Kenji, pour vous dire. Les autorités étaient même étonnées que 2 hommes, donc nos 2 randonneurs, aient su assembler ce SOS. Autre occurrence étrange. Aucun objet qui aurait pu permettre de couper le bois n'a pu être retrouvé sur les lieux. Et selon le propriétaire de l'auberge, Kenji n'avait pas de hache ou d'objet adapté à la coupe de bois. Ce cas est incompréhensible. Toutes les découvertes n'ont fait que de compliquer la situation et décrypter chaque élément. Ça nous mène à davantage d'interrogations. Mais maintenant, il est temps d'essayer de faire sens de l'insensé, en relevant certains éléments et certaines théories. Déjà, répondons à certaines interrogations et certains éléments qui ne nécessitent que peu de théorisation. Je vous préviens, c'est que mes théories, tout ce dont je vais parler pour l'instant. Libre à vous de faire les vôtres, mais après la mienne, on va adresser certaines autres théories plus mainstream. Commençons par l'enregistrement, toujours pour l'instant, selon mes explications. En effet, je crois les parents et je me dis qu'ils sont les plus aptes à reconnaître la voix de leur fils. Ainsi, s'ils tendent à penser que ce n'était pas lui, je suis de leur avis. Même si beaucoup de gens s'accordent à dire, et c'est d'ailleurs parfaitement envisageable, que sous la panique, notre voix peut fortement s'altérer. En revanche, si on suit tout le chemin sur lequel je vais vous mener, on va devoir imaginer qu'il s'agisse de Kenji dans cet enregistrement. L'enregistrement aurait alors été lancé par Kenji, et ce serait bel et bien lui, mais il aurait fait ça avec une volonté de se faire passer pour perdu. Vous comprendrez pourquoi. Les chaussures, on va aussi imaginer à 100% que c'est les siennes, pour exclure la possibilité d'une tierce personne. Ce que je pense, c'est que Kenji a tué une randonneuse, qu'il se serait enregistré en totale panique pour disparaître de la civilisation, en faisant penser à la police que son cadavre serait là, quelque part dans ces montagnes, qui aurait enterré le corps de la
femme dans ce trou avec quelques de ses appartenances dont son permis de conduire pour faire comprendre à la police que c'était bel et bien lui qui avait disparu, voire potentiellement été tué. Cependant, il y a un autre problème. Celui-ci étant le SOS, puisqu'il a été réalisé 3 ans après les faits. C'est donc très peu probable que Kenji se soit décidé de revenir sur les lieux pour créer ce message de détresse. Ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'une tierce personne se soit perdue cette année-là, donc en 87, aurait créé ce message avant de retrouver la civilisation ou même de disparaître. Mais même au sein de cette théorie, il y a un tas de problèmes, puisqu'on doit éliminer un tas de composants qui sont assez certains pour essayer de faire sens de ma théorie. Donc voici quelques éléments qui contre cette dernière. L'enregistrement, il y a des chances que ce soit pas lui. Les chaussures, il y a des chances que ce soit pas les siennes. Pourquoi Kenji aurait tué quelqu'un? Où est-il passé? Qui est cette femme puisqu'elle n'a même pas été portée disparue? Pourquoi est-ce que dans la cassette il fait référence à un hélicoptère? Comment est-ce que le SOS aurait pu être réalisé par une tierce personne? Et pourquoi elle n'aurait pas été signalée comme perdue? Parlons maintenant de théories plus connues, en commençant par adresser la nature de l'enregistrement. 4 théories ressortent. Soit il ne l'a juste pas fait exprès, soit c'était comme un journal intime et suite à toute cette solitude vécue, il a décidé de s'enregistrer. Soit il a simplement halluciné, il aurait réellement pris son magnétoscope pour une radio, ce qui coïnciderait avec la situation dans laquelle il s'est enregistré, une situation désespérée. Et la dernière, la plus triste et la plus sensée je trouve, il se serait peut-être enregistré dans une situation physique déplorable avec l'objectif de rejouer ce même enregistrement en boucle afin de ne pas avoir à crier à l'aide toute la nuit. Sinon on peut donner des explications plus ou moins plausibles en mettant de nouveau de côté certains trucs. Déjà on va partir de l'idée que les ossements bien que fins et fragiles lui appartenaient. Partons de l'idée que la première analyse des ossements s'est gourée et partons de l'idée que tout dans le trou lui appartient. On peut alors s'imaginer que, et c'est plus ou moins la théorie la plus admise même s'il y a des variables notamment dans la succession d'événements, Kenji part moyennement préparé dans les montagnes d'Asahi Dake, il confond les deux rochers et commence à se perdre puisque le chemin est de moins en moins indiqué. Il n'a pas de nourriture ni rien du tout pour subvenir à ses besoins et commence à paniquer. Dans la panique, il crée ce SOS, entend plus tard un hélicoptère et en décidant de le suivre, il tombe et se casse plusieurs os. Par la suite, il décide dans ces derniers instants de s'enregistrer appelant à l'aide suite à la vision de ce même hélicoptère pour ne pas avoir à crier toute la nuit. Mais de nouveau, on va contrer ou du moins pointer les inconsistances de cette théorie. Premièrement, le SOS n'est évidemment pas daté en 84, mais en 87. Donc ça, c'est poubelle. Le SOS reste inexplicable. Pourquoi ces ossements étaient éparpillés de la sorte tout autour de ce qui sera le futur SOS? Pourquoi la totalité de ces objets ont été retrouvés dans un trou parfaitement adapté à son acabit? Bref, vous avez compris, ce cas est grisant par tout ce qui ne va pas avec ce dernier, et j'en ai un tas d'autres dont j'aimerais beaucoup traiter à l'avenir. Les disparitions et les cas inexplicables à l'image de celui-ci, c'est un sujet passionnant. En espérant que ce type de vidéo qui se distingue un peu du type habituel vous aura plu. À la prochaine.